Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler de cette pathologie, effectivement, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a entraîné beaucoup de phobies, qui a entraîné beaucoup de problèmes à travers le monde. Merci pour la présentation. Effectivement, vous avez bien, mis l'accent sur une situation qui était inédite et qui nous obligeait d'essayer de nous en sortir dans une situation qu'on ne connaissait pas du tout. Personne ne pouvait effectivement dire qu'il fallait donner le traitement A ou le traitement B, qu'il fallait traiter de telle façon ou telle autre. Même au niveau biologique, on n'avait pas grand-chose. Et pourtant, il fallait avancer parce que les malades étaient là. Et donc, voilà comment s'est posé le problème au tout début. Alors, je vous dirais que je ne vais pas parler très scientifiquement. Ça va être plutôt un vécu. Le vécu d'une situation qui est partie, comme vous le savez, du mois de novembre de 2019. Tout le monde sait que ça vient de Wuhan, en Chine, et c'est là où les premiers cas ont été diagnostiqués. On ne savait pas au départ ce que c'était exactement, c'était des pneumonies, mais on ne trouvait aucun agent responsable pour cette pneumonie. Tout ça, on le sait maintenant, a posteriori. Et il fallait attendre janvier 2020 pour que l'OMS, en constatant que c'est une maladie qui s'étend un peu partout à travers le monde, pour dire attention, c'est une urgence de santé publique. Ça, c'était en janvier, le 30 janvier 2020. Très rapidement, vous voyez qu'en mars, l'OMS, lors d'une réunion d'experts de l'OMS, va décider de l'appeler carrément pandémie. Et vous savez que quand l'OMS prononce ce terme de pandémie, il y a beaucoup de conséquences qui vont en découler. Et ce terme de pandémie a été prononcé le 11 mars 2020. Je vous rappelle qu'au Maroc, le premier cas, c'était le 2 mars 2020. Donc voilà, on a pris le train en marche, vous voyez. Donc premier cas, on apprend que c'est vraiment une pandémie, donc il fallait faire attention. Voilà. On n'est toujours pas sorti de l'auberge. J'ai mis septembre 2022, le virus est toujours là, il circule toujours. On verra qu'on est dans une période intervague, très bien. La preuve, c'est qu'on est en présentiel. La preuve, c'est qu'on ne porte pas de masque, même moi-même. D'habitude, je le mets pour l'exemple, mais même moi, je l'ai enlevé. Donc, on est plutôt rassuré et rassurant. Mais attention, il y a des choses qui se passent ailleurs. Il n'est pas dit que demain, qu'on ait de nouveau une autre vague qui arrive, et ce sera notre 5e vague peut-être. J'espère que non, mais peut-être qu'elle arrivera au niveau du Maroc, ce sera la 5e. Alors voilà la situation, et j'ai pris juste la situation au niveau du Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit, le premier cas, c'était le 2 mars 2020, et depuis, nous avons eu 1, 2, 3, 4 vagues. Vous voyez, elles sont bien identifiées, bien visibles. Vous voyez que ça monte, ça redescend, etc. On peut rentrer dans les détails, c'était la vague alpha, la vague delta, omicron avec peu importe, ça c'est du détail. L'essentiel, c'est que nous avons vécu 4 vagues, alors qu'à travers le monde, bien souvent, on est peut-être à la 7e ou la 8e, etc. Donc, il y a eu quelque chose qui a été réalisé chez nous, qui n'a peut-être pas été réalisé ailleurs. Donc, on ne sait pas. L'avenir nous dira peut-être qu'on avait peut-être utilisé des choses qui étaient très utiles, que certaines mesures ont été prises à temps, qui ont permis d'éviter certaines vagues. Bon, en tout cas, voilà la situation dans le temps, l'évolution dans le temps. Et en noir, c'est l'évolution des décès. Et vous voyez que chaque vague a été à l'origine d'un nombre assez important. Tout décès est important, Et donc, c'est un nombre important de décès qui a eu lieu à chaque fois qu'il y a eu une vague. Mais on constate quand même que le nombre de décès diminue vague après l'autre.
Là aussi, s'agit-il du virus qui est moins virulent ou s'agit-il d'une meilleure connaissance de la maladie? Ça aussi, ça reste ouvert à la discussion. Alors, j'ai mis également quelques chiffres qui peuvent nous montrer la situation globale. On a eu 1 200 000 et quelques cas à travers le Maroc depuis le début de la pandémie, mais on a eu quand même plus de 16 000 décès durant toute cette pandémie. Donc ce n'est pas rien. Il y a une chose peut-être qui est rassurante, c'est que lorsqu'on étudie la létalité globale, on a un chiffre de 1,3%. Plutôt rassurant. Voilà. Parce que quand on a commencé cette pandémie, quand on a commencé à nous occuper des patients, on avait de très grosses craintes. Souvenez-vous d'Ebola, ce que fait Ebola, ce que font d'autres pathologies telles que le MERS-CoV, c'est des pathologies qui entraînent une létalité qui est beaucoup plus importante que ça. Disons que là, on est quand même avec une pathologie qui n'a pas été trop létale. Alors au Maroc, qu'est-ce que nous avons fait? Et vous m'avez demandé de donner le point de vue de l'infectiologue. Moi, je dirais le point de vue un peu d'un personnel soignant. Je crois que c'est plus juste parce que ce ne sont pas que les infectiologues qui ont travaillé, c'est tous les soignants. Et on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un plan générique de riposte qui était déjà prêt au niveau du ministère de la Santé. Ce plan générique de riposte avait été mis, déjà travaillé à l'occasion de l'épidémie du SRAS en 2002-2003. Et puis, il a été activé à l'occasion de la grippe H1N1. Il a été activé aussi à l'occasion de grippe aviaire. Et puis, automatiquement, il a été activé de nouveau pour le problème de cette pathologie, donc le Covid-19. Alors, étant donné qu'on avait déjà un plan générique, il suffisait de l'adapter à la nouvelle menace et sortir avec une stratégie. Cette stratégie avait un certain nombre d'objectifs. C'était d'abord de réduire la mortalité, deuxièmement de réduire les personnes qui ont des formes graves, parce que bien sûr, les formes graves ont besoin de réanimation, et on n'est pas sûr de pouvoir faire face à tous les besoins en lit de réanimation, donc il fallait réduire ce nombre de formes graves. Il fallait aussi réduire le nombre d'hospitalisations pour pouvoir faire face aux besoins d'isolement des patients. Et puis enfin, il fallait essayer de faire en sorte de réduire le nombre de cas. Donc là, c'est la sensibilisation, la prévention, etc. Alors voilà ce qui a été fait, et quelques éléments qui ont été faits au cours de cette évolution, au cours des différentes vagues. Vous vous souvenez du confinement total qu'il y a eu quelques jours après les premiers cas. Plus de vols d'avion, plus de circulation, tout le monde était chez soi, sauf les soignants. Et donc, ça a permis d'éviter une première vague qui aurait pu être meurtrière. Elle n'existe pas chez nous, parce que tout le monde était à la maison. Bon, bien sûr, il y a eu quelques cas, mais c'était surtout les cas importés et qui commençaient un petit peu à contaminer autour d'eux. Et puis ensuite, on a eu la vague plus importante, etc. Et à chaque fois, il y a eu des restrictions de voyage qui sont en rapport avec les nouveaux variants qui apparaissaient. À chaque fois qu'il y avait un variant qui pouvait poser problème, il y avait des restrictions de voyage. Et vous voyez, c'est à l'occasion disons, au début de 2021, et puis de nouveau, début ou fin 2021, début 2022, il y a eu également des restrictions. Et souvenez-vous aussi du couvre-feu qui a eu lieu durant le mois de Ramadan 2021. Celui-là aussi nous a permis d'éviter une vague qui était en cours de formation. Et le fait d'avoir empêché les gens de sortir faire la fête le soir, a permis d'éviter cette vague. Je crois que ces éléments-là, il faut les garder à l'esprit, parce que dans des maladies contagieuses, c'est très important. Et il faut que la population accepte ce genre de choses. Mais bien sûr, la population, il faut qu'elle soit accompagnée dans cet effort. Il y a des choses à faire pour que ce soit supportable pour la population. Et effectivement, c'est ce qui a été fait dans la stratégie. Et, il y a eu des moyens qui ont été mis en place
non seulement pour mettre à niveau les structures de santé, il fallait beaucoup de choses nouvelles dans les structures de santé, mais également aider ces personnes qui étaient dans un couvre-feu ou qui ne pouvaient plus sortir de chez eux, etc. Et il leur fallait de l'aide matérielle, financière, etc. Et vous savez que ça a été fait également. Bon, je passe sur les différents éléments. Il y a eu l'arsenal juridique, bien sûr. Il y a eu de l'équipement. Et rappelez-vous, à un certain moment, on était un peu en difficulté avec les masques, en difficulté avec les combinaisons de protection. Ben, je dirais que, heureusement, que le Maroc a pu quand même mettre en branle, si vous voulez, toute l'industrie du textile pour commencer à fabriquer des choses qui peuvent être utiles. Et là, je vous dirais, au niveau du service où je travaille, au tout début, on a eu de grosses craintes par rapport au manque de masques. On a eu de grosses craintes par rapport au manque de matériel de protection. Mais ça a été passager. Très rapidement, il y a eu quand même des choses qui sont arrivées et on a pu quand même faire avec. Un système d'information. Il fallait aussi pouvoir faire remonter l'information vers le niveau central et que le niveau central communique là-dessus avec la population. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont pu être réalisées, qui étaient intéressantes non seulement pour la population, mais également pour le soignant. Parce que nous sommes en train de travailler, mais on aimerait bien avoir un retour. Et effectivement, nous avons eu des retours grâce à ce système d'information qui, tous les jours, nous disait « ce jour-là, il y a eu tant de cas, il y a eu tant de décès, il y a eu ceci, il y a eu cela ». Et nous avions, si vous voulez, le rétroviseur qu'il nous fallait pour voir. Parce qu'on sait très bien que dans d'autres pathologies, par exemple, on travaille, mais on n'a pas le retour. Et ça, c'est toujours un peu embêtant pour un soignant. Là, on avait un retour pratiquement quotidien. Alors, la mise à niveau. Là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à professeur Afif, qu'il a faite lors d'un congrès, pour montrer qu'il a fallu améliorer très rapidement les choses. Il a fallu, par exemple, au niveau des laboratoires, mettre en place la PCR pour faire le diagnostic. Bien sûr, au départ, on n'avait rien. Au départ, on devait faire quelques prélèvements et il n'y avait que 2 ou 3 laboratoires qui pouvaient faire cette PCR. Heureusement, très rapidement, ça a été étendu, démocratisé, etc. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Les scanners, très rapidement, on a su qu'on avait besoin de scanners. Je me souviens des premiers cas qu'on a eus en réanimation au niveau du CHU. Là, on travaillait avec la radio pulmonaire. Oui, mais la radio pulmonaire, elle montre tout et rien. Donc, c'était très difficile de prendre des décisions, d'être sûr de ce qu'on est en train de faire, etc. Mais c'est parce que c'était un moment où on n'était pas organisé pour transporter un malade contagieux vers la radio, pour faire le scanner, pour nettoyer le scanner par la suite, pour que d'autres patients puissent en bénéficier. Donc, une fois qu'on a organisé tous ces circuits, ça a pu être réalisé et on a pu avoir beaucoup plus de scanners qui font des TDM pour des patients Covid, ce qui a beaucoup facilité la prise en charge. Les lits de réanimation, il n'y en avait pas beaucoup. Eh bien, ça a été multiplié. Et vous voyez le chiffre, 680 à 5236 à travers le pays. C'est énorme, c'est un effort énorme qui a été fait. Les lits d'hospitalisation qui peuvent recevoir des personnes pour isolement. On est passé de 22 000 à 28 300. Donc vous voyez qu'il a fallu s'adapter à cette situation nouvelle très rapidement. Et voilà, je rends un grand hommage à toutes les personnes qui ont travaillé dans cette histoire de Covid-19. Là, vous voyez surtout des personnes qui ont travaillé au niveau des réanimations, au niveau du CHU de Casablanca. Vous voyez, ce n'est pas évident de porter cette combinaison, parfois avec des températures qui sont élevées, de suer à l'intérieur de cette combinaison, de ne pas pouvoir l'enlever facilement parce qu'on a peur. Sachez aussi qu'il y a des personnes qui ont quitté leur domicile parce qu'ils ne voulaient pas retourner dans leur domicile avec le risque de transporter le virus vers leur famille.
Et donc, il a fallu organiser aussi des choses comme ça. Donc, voilà le vécu des soignants avec toute cette phobie d'une maladie nouvelle pour laquelle on n'avait pas de traitement, qu'on ne connaissait pas et qu'on devait quand même prendre en charge chez les patients qui étaient touchés. Ça a aussi de bonnes choses. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'amélioration de le nombre de lits, de réanimation, etc. Mais même la technicité s'est améliorée. Au niveau des réanimations, il y a eu des choses que l'on ne faisait que très rarement, qui ont commencé à se faire. Par exemple, l'ECMO. Quand quelqu'un était au bout, on avait testé tous les moyens de ventilation possibles et imaginables, on passait à l'ECMO. C'était rare de faire de l'ECMO. Maintenant, il y a une expérience qui existe chez nos amis réanimateurs avec les chirurgiens vasculaires et ils sont capables maintenant de démarrer une ECMO relativement aisément. Donc voilà, c'est des choses quand même qui ont été acquises à l'occasion de cette pandémie. Et au plan thérapeutique, dès le début, le ministère de la Santé, à travers le Comité technique national de riposte contre le Covid-19, a travaillé sur la veille bibliographique pour essayer de trouver ce qu'on pouvait utiliser. Qu'est-ce qui se faisait ailleurs? Quels sont les essais cliniques qui ont été menés? Quelles sont les expériences ailleurs? Et progressivement, on a essayé d'avoir des protocoles. Et le tout début des protocoles, c'était avec, vous vous en souvenez probablement tous, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine associée à l'azithromycine. On y a adhéré, on l'a fait. Mais progressivement, on a vu qu'il y a eu des dissensions. Il y avait les pour et les contre. Il y avait ceux qui voulaient que l'azithromycine seule. Il y avait ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'hydroxychloroquine. Je vous dirais qu'au début, ça allait, mais après, c'était la pagaille. Et là, vous voyez un peu ce qui se passe dans une pandémie. Et malgré ça, là, je vous montre le dernier protocole, celui de janvier 2022. Vous voyez qu'il y a un antiviral qui a pris sa place, le molnupiravir. C'est bien, mais il est là. On sait maintenant qu'on a quelque chose de plus. Je vous dirais même que bientôt, on aura peut-être autre chose, un autre antiviral qui existe déjà, qui a déjà fait sa place ailleurs. Nous l'aurons probablement bientôt, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai encore un petit peu de temps. Et je vous dirais que dans ce protocole, vous voyez aussi qu'on parle de l'oxygène, parce qu'un des problèmes majeurs dans cette maladie, c'est la disponibilité de l'oxygène et comment l'utiliser. Ensuite, les corticoïdes. Corticoïdes, c'est bien, mais il faut les donner au bon moment, pas trop tôt. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les corticoïdes chez des patients qui les ont reçus au tout début. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé dans les vagues suivantes, parce que lors de la première vague, ça allait encore, mais dans les vagues suivantes, nous avons commencé à recevoir des patients qui étaient dans un état sévère. Pourquoi? Parce qu'au tout début de leur maladie, ils sont allés voir quelqu'un pour leur donner des traitements et ils ont eu une corticothérapie au tout début. Ça, c'était la catastrophe. Ça les a aggravés. Et donc, on a eu beaucoup de patients dans cette situation-là. Les anticoagulants. Je me souviens encore d'un collègue réanimateur qui venait nous voir parce qu'on avait tous les matins un staff, le staff du Covid-19. Il venait nous voir au tout début pour les premiers malades. Il nous disait, écoutez, on prélève et le sang coagule immédiatement dans la seringue. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on a constatées au tout début. Et après, on a commencé à voir qu'il fallait anticoaguler. Il fallait absolument anticoaguler. Et c'est là où, maintenant, on sait comment il faut se comporter avec l'anticoagulation. L'usage des interleukines aussi. Bon, je passe parce que je vois que le temps ne m'est pas très favorable. Alors, les réanimateurs aussi ont sorti un protocole. Très, très bien. Ça a permis d'avancer. Et puis, on a eu des thérapeutiques qui ont commencé à apparaître. On a eu des choses comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, je l'ai dit. On les a utilisées. Le molnupiravir, nous l'avons utilisé. Le nirmatrelvir avec ritonavir, c'est celui qui arrive bientôt.
Et puis, les interleukines, les inhibiteurs d'interleukines 1 et 6, là aussi, c'est des produits qui ont été utilisés par nos collègues réanimateurs qui ont donné beaucoup de bons résultats chez des malades qui étaient dans la phase inflammatoire la plus grave. Alors là, c'est juste pour vous dire que si au Maroc on a utilisé l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, c'est qu'il y avait quand même des études qui ont montré qu'il y avait un gain à le faire. Une étude faite au Sénégal aussi, pour vous dire que là, une autre étude avec hydroxychloroquine, là je suis en train de... Je suis désolé. Voilà. Là, je voulais juste revenir sur la corticothérapie. Il y a eu une très belle étude qui a été réalisée, l'essai Recovery, qui a permis de montrer que la dexaméthasone, corticoïde, était très bénéfique. Mais attention, ça a montré aussi que c'était bénéfique lorsque c'est donné à partir d'un certain stade, quand la personne a besoin d'oxygène, pas chez la personne qui n'a pas besoin d'oxygène. Donc ne jamais donner les corticoïdes trop tôt. Ah là là. Pour le molnupiravir, c'est un produit antiviral qui maintenant est utilisé au Maroc. Il permet de réduire le risque de décès et de réduire le risque d'hospitalisation. Et nous avons un autre produit qui arrive sur le marché bientôt, qui est le Paxlovid, pour le nommer par son nom commercial qui est plus facile peut-être à retenir, et qui permet également de réduire ce risque de décès et d'hospitalisation. Rappelez-vous l'utilisation de la vitamine D. Et là, vous vous demandez un petit peu le vécu, je vous dirais que dans le service des maladies infectieuses où je travaille, nous avons réalisé une supplémentation en vitamine D pour le personnel au tout début de la pandémie parce qu'on était convaincus de l'intérêt de cette vitamine D. Alors, n'oublions pas la vaccination qui a permis donc de travailler au plan de la prévention, mais on sait très bien maintenant que ces vaccins sont en perte de vitesse parce que le virus a varié et que maintenant, peut-être que le vaccin ne protège plus aussi bien qu'avant, mais vous savez qu'il y a maintenant de nouveaux vaccins qui permettraient de faire mieux encore. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je peux dire qu'il a fallu anticiper déjà devant cette menace sanitaire. Il a fallu s'organiser, il a fallu assurer une veille scientifique. Il a fallu faire des choix thérapeutiques, parfois très difficiles, parce qu'on était sûr de rien, en fait. Et il a fallu surtout se faire sa propre expérience et affiner au fur et à mesure. Voilà. Donc, on a appris en cours de ce travail, en cours de la prise en charge. Et puis, je voudrais insister aussi sur la collaboration, une collaboration étroite des cliniciens avec les biologistes, avec les radiologues, avec les épidémiologistes, non seulement pour la prévention, mais également pour la prise en charge et pour la sensibilisation, que ce soit la sensibilisation du personnel soignant ou que ce soit la sensibilisation grand public également. Cette pandémie, elle a montré l'importance du secteur de santé. Je pense que maintenant, dans un pays tel que le nôtre, on sait que quand même le secteur de santé sert à quelque chose. Et ça a été une grande répétition générale, une préparation pour la riposte contre des menaces sanitaires futures. Parce que, encore une fois, je termine par le fait que j'ai dit tout à l'heure que la létalité était de 1,3%. On n'est pas sûr que dans l'avenir, qu'on ne soit pas devant une menace sanitaire avec une létalité de 5%, de 6% ou de 10%. Et je pense que si on s'entraîne comme ça, si on a pu nous entraîner sur une telle pathologie, ça nous permettrait d'aller plus vite pour faire face à une éventuelle menace par la suite. Voilà, je vous remercie.